La ligne verte est un film qui s'ouvre sur un couloir, mais pas n'importe lequel. Un espace étroit, rectiligne, dont le seul pain dessine cette bande verte que les condamnés empruntent comme on suit un dernier rite. C'est un passage presque liturgique, traversé de raies de lumière et de grilles, qui conduit vers une porte dont on sait d'emblée qu'elle ne sera franchie qu'une seule fois. Ce chemin, que l'on surnomme la ligne verte, n'est pas seulement une portion d'architecture pénitentiaire. Il est la matérialisation d'un destin, le dernier territoire de l'existence avant l'ombre définitive, le lieu où les hommes marchent encore debout, alors même que tout, déjà, a été décidé pour eux. Nous sommes en 1935, dans le sud des États-Unis, en pleine Grande Dépression. Au bloc E, celui qui est réservé aux condamnés à mort, Paul Edgecombe est chef des gardiens. Son rôle n'est plus de juger ni de décider du bien fondé d'une peine. La machine judiciaire a déjà rendu son verdict. Lui, il se trouve au bout de la chaîne, là où la sentence devient geste concret, là où la décision abstraite se traduit en corps attaché, en chaise électrique, en odeur de brûlé qui s'accroche aux vêtements et à la mémoire. Chaque jour, il arpente ce corridor saturé de murmures, de prières, de blasphèmes, de regrets égrenés comme des chapelets maladroits. Il accompagne des hommes qui attendent l'électricité comme on attend un orage dont on connaît l'heure exacte. Certains sont des monstres assumés, d'autres de simples figures perdues dans la violence de leur temps. Tous, pourtant, finissent alignés sur le même trajet. Un jour, dans cette routine mortifère, un nouveau détenu arrive. John Coffey, ce géant noir, massif, impressionnant, dont la carrure évoque la force brute, surgit pourtant avec un regard d'enfant effrayé. Accusé du meurtre atroce de 2 fillettes, il est déjà condamné lorsqu'il met le pied sur la ligne verte. Tout, dans son dossier, en fait un coupable idéal. Sa couleur de peau, sa taille, son mutisme, le contexte social et racial de l'Amérique profonde. Mais dès qu'il traverse le couloir, quelque chose se fissure. Coffey a peur du noir. Il pleure sans se défendre. Il s'exprime avec une naïveté désarmante. Et surtout, il possède un don inexplicable. Il est capable de prendre en lui la souffrance des autres, de la sucer hors des corps comme un poison, de guérir là où la médecine n'a plus rien à proposer. À partir de là, le film cesse progressivement d'être un simple récit carcéral pour devenir une véritable parabole morale et métaphysique. Le couloir de la mort, qui semblait n'être qu'un décor de chronique judiciaire, se transforme en théâtre de questions essentielles. Qu'est-ce que la justice lorsqu'elle s'exerce dans un monde traversé par le racisme, la peur et la précipitation ? Que vaut une procédure lorsqu'elle ne sait pas reconnaître l'innocence qu'elle a sous les yeux ? Que fait-on d'un miracle lorsqu'il surgit au cœur d'un système qui n'a pas de langage pour le nommer et encore moins de place pour l'accueillir ? Car John Coffey guérit, soulage, répare. Il restitue à Paul sa santé. Il arrache la maladie du corps de Melinda. Il apaise M. Jangles. Il absorbe la noirceur du monde à chaque fois qu'il pose ses mains sur quelqu'un. Pourtant, la machine judiciaire demeure imperturbable. Elle continue d'avancer, sûre de son bon droit, persuadée que la cohérence du système prime sur les doutes intérieurs de ceux qui le servent. La lumière qui émane de Coffey ne parvient pas à reconfigurer l'ordre établi. Au contraire, elle met en évidence la rigidité d'un dispositif qui préfère tuer un innocent plutôt que de reconnaître sa propre faillibilité. La ligne verte nous place ainsi face à une question brutale, insistante. Qu'advient-il de notre humanité lorsque nous acceptons collectivement de sacrifier ce qui est le plus pur, le plus fragile, le plus lumineux, au nom d'une justice qui s'est confondue avec l'obéissance aux procédures ?
Que dit de nous le fait de ne pas savoir voir, ni entendre, ni accueillir celui qui aurait pu sauver quelque chose de nous-mêmes? Dans cette émission, nous allons suivre 3 grandes lignes de réflexion que le film dessine en creux. D'abord, nous interrogerons la justice telle qu'elle est montrée dans La Ligne verte. Une justice qui se pense rationnelle et droite, mais qui repose sur des hommes faillibles, sur des préjugés, sur des rapports de force, et qui finit par fabriquer de l'injustice en prétendant la combattre. Ensuite, nous plongerons dans la figure de John Coffey, ce personnage à la fois christique et profondément humain, dont le don miraculeux ne le sauve pas mais le condamne, et qui nous oblige à penser ce qu'est un miracle, dans un monde qui ne croit plus qu'en la technique et en la sanction. Enfin, nous nous arrêterons sur ceux qui restent. Paul Edgecombe et ses collègues, ces gardiens qui ne sont pas des monstres mais des hommes ordinaires, et qui doivent vivre avec le souvenir d'avoir participé à l'exécution d'un innocent qu'ils savaient, intimement, différent des autres. Leur culpabilité, leur impossibilité à se pardonner, leur vieillesse mélancolique seront l'occasion de réfléchir à la question de la responsabilité et de la rédemption lorsqu'on n'a pas su agir à temps. La Ligne verte n'est pas seulement un film sur la mort, ni même sur la peine capitale. C'est un film sur ce que nous faisons de la vie lorsqu'elle ne rentre pas dans nos catégories, sur notre capacité à reconnaître l'autre quand il ne ressemble pas à ceux que nous attendions, sur la façon dont un système peut broyer précisément ce qui aurait pu le sauver. C'est un film qui nous tend un miroir inconfortable. Et si nous étions, nous aussi, beaucoup plus proches des gardiens que nous ne le croyons, partagés entre le doute intime et la soumission à la règle. Nous allons maintenant entrer symboliquement dans ce couloir, marcher à notre tour sur cette ligne verte, et tenter d'écouter ce que ce film, au bord de l'ombre, continue obstinément de murmurer à notre époque. La Ligne verte ne raconte pas seulement l'histoire d'un innocent condamné. Elle met en scène un système entier persuadé de détenir la vérité, alors même que cette vérité repose sur des bases fragiles, des convictions hâtives et une confiance aveugle dans les apparences. Le couloir de la mort devient ainsi le symbole d'une justice qui fonctionne comme une machinerie autonome, une machine qui avance, sûre d'elle, sans jamais s'interroger sur les fissures qui la traversent, sans jamais admettre qu'elle pourrait se tromper. Dans cet univers clos, la justice n'est pas un idéal, elle est une procédure. Et la procédure, lorsqu'elle n'est plus questionnée, produit de l'injustice avec une rigueur effrayante. Dès les premières scènes, le film installe ce paradoxe. La justice apparaît comme une autorité verticale, incontestable, presque sacrée, tandis que les hommes qui l'administrent ne sont que des êtres ordinaires, traversés par leurs peurs, leurs préjugés, leurs illusions de maîtrise. Paul Edgecombe, par exemple, croit profondément en la nécessité de son rôle. Il ne se perçoit pas comme un bourreau, mais comme un exécutant qui fait ce qui doit être fait. Il s'efforce d'être humain, respectueux, mesuré. Pourtant, par cette fidélité aux règles, il devient malgré lui un rouage essentiel d'un dispositif dont il commence, à mesure que Coffey se révèle, à percevoir l'absurdité vertigineuse. Cette tension entre la conviction personnelle et la responsabilité institutionnelle renvoie à l'une des grandes interrogations de la philosophie moderne. Que fait-on lorsque la loi entre en contradiction avec la conscience ? Kafka, dans Le Procès, avait déjà mis en scène cet univers oppressant, où la loi se transforme en entité opaque, inaccessible, qui écrase les individus sous le poids de sa propre logique. Dans La Ligne verte, cette idée prend la forme de cette pièce circulaire,
où les détenus sont enfermés quelques jours avant leur exécution, comme si la justice, une fois lancée, ne pouvait plus être arrêtée. Le couloir devient un engrenage. Paul devient un agent de ce mouvement, et Kofi en devient la victime parfaite. Car Kofi cumule tous les marqueurs de l'innocent sacrifié. Il est noir dans une Amérique où la ségrégation structure encore la vie quotidienne. Il est immense, ce qui suffit à le rendre menaçant aux yeux de ceux qui ne voient de lui que la surface. Il est pauvre, sans défense, sans éducation, sans voix. Dans un tel contexte, la justice ne cherche pas la vérité, mais la confirmation de ses propres attentes. On ne démasque pas Kofi. On projette sur lui un crime qui correspond exactement à l'image qu'on se fait de lui. À cet endroit, le film rejoint Camus dans L'Étranger, où Meursault n'est pas condamné pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il représente aux yeux d'une société qui a besoin de désigner un coupable pour préserver son sentiment d'ordre. La scène de son arrestation l'illustre parfaitement. Kofi est trouvé tenant les corps des deux fillettes, pleurant, suppliant qu'on l'aide. Il ne fuit pas, il ne se défend pas, il n'explique rien. Il est littéralement pris en flagrant délire d'innocence. Mais personne ne le voit, personne n'écoute. Dans cet instant, la vérité aurait pu surgir, mais le système ne la laisse pas apparaître. Le crime est trop atroce, l'émotion trop forte, le besoin de justice trop urgent. On ne cherche pas à comprendre, on décide. Cette logique implacable et tranquille, est ce que Hannah Arendt appelait l'obéissance ordinaire. Cette façon qu'ont les individus de se convaincre qu'ils ne sont responsables de rien parce qu'ils se contentent d'appliquer les règles. Le drame de la ligne verte naît précisément de cette obéissance. La certitude que la loi, parce qu'elle est la loi, ne peut pas se tromper. Paul, pourtant, sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Plus Kofi se révèle, plus la façade de la justice se fissure. L'homme qu'il voit, qu'il touche, qu'il soigne, n'a rien du meurtrier que la justice a condamné. Le doute devient alors une plaie intérieure, une douleur lente, insidieuse, qui l'oblige à admettre que sa fonction le place dans une posture intenable. Il doit appliquer une sentence qu'il ne peut plus croire juste. Mais le doute n'a aucune place dans la mécanique judiciaire. Le couloir avance. Les dates sont fixées. Les démarches sont enclenchées. Les papiers sont signés. Rien désormais ne peut être infléchi. C'est l'un des nœuds tragiques du film. Une fois qu'un homme a été condamné, la justice, pour ne pas perdre sa cohérence, doit aller jusqu'au bout, même lorsque sa cohérence exige de mettre à mort un innocent. Le système ne peut pas reconnaître qu'il s'est trompé, car reconnaître l'erreur reviendrait à admettre sa fragilité, son inhumanité, son incapacité à distinguer le bien du mal. Paul Edgecombe se retrouve ainsi confronté à une vérité que la justice refuse de voir. Il ne suffit pas qu'un homme soit innocent pour être sauvé. Il faut encore que le système accepte de l'entendre. Et dans la ligne verte, ce système est sourd. Il fonctionne comme un rituel. On prépare la chaise, on vérifie les éponges, on répète les gestes, on lit les mots convenus. La mort n'est pas un acte, elle est une routine. Le film montre alors sans détour comment une institution peut transformer des hommes ordinaires en complices d'un meurtre légal. Non pas par cruauté, ou par goût du pouvoir, mais par simple fidélité à la règle. L'obéissance devient un refuge, une manière de ne pas regarder ce que l'on fait. Mais ce refuge a un prix, celui de l'âme. Paul n'en sortira jamais indemne, car le doute, chez lui, n'est pas une fissure passagère. Il est le début d'une conscience, le moment où il comprend que la justice, lorsqu'elle cesse d'être capable de douter, devient une illusion destructrice.
La ligne verte nous rappelle ainsi une vérité terriblement simple. La justice n'est jamais plus dangereuse que lorsqu'elle croit être infaillible. Et les hommes qui l'appliquent ne sont jamais plus vulnérables que lorsqu'ils se pensent innocents. C'est dans cette brèche, dans ce premier effondrement intérieur de Paul, que surgit le miracle de John Coffey. Un miracle que le système va regarder sans le voir, et qui, loin de corriger l'injustice, va la rendre encore plus éclatante. Dans la ligne verte, le miracle ne se manifeste pas comme un événement éclatant, glorieux, spectaculaire, mais comme une présence discrète, presque timide, qui se glisse dans la banalité du quotidien, comme si le surnaturel avait choisi de s'incarner dans la forme la plus improbable pour tester la capacité humaine à le reconnaître. John Coffey n'apparaît jamais comme un prophète qui viendrait annoncer un renouveau. Il arrive comme un détenu parmi d'autres, menotté, livré à la peur, perdu dans un monde qui ne possède pas de langage pour accueillir ce qu'il porte. Son don n'est pas un pouvoir, c'est une charge. Et cette charge devient, pour les hommes qui l'entourent, un aveu involontaire de leur propre aveuglement. Le premier miracle, la guérison d'Edgecombe, frappé par une infection qui le fait souffrir depuis des semaines, n'est pas mis en scène comme une révélation divine. Au contraire, il se déroule dans un silence presque sacré. Coffey approche, pose ses mains, laisse sortir de lui une lumière qui ressemble autant à une respiration qu'à une douleur, et recrache cette masse d'insectes noirs qui matérialise le mal aspiré. Rien n'est expliqué, rien n'est commenté. Paul reste stupéfait. Mais aussi profondément troublé, l'homme qui a posé les mains sur lui n'a rien d'un sorcier, rien d'un manipulateur, rien d'un illusionniste. Il agit avec une simplicité désarmante, comme s'il réalisait quelque chose de tout à fait naturel, un geste qu'il n'a pas choisi, mais qu'il accomplit parce que le monde à travers lui le réclame. Ce miracle bouleverse le regard d'Edgecombe, mais il ne bouleverse aucune structure. La prison continue de fonctionner, les dates d'exécution continuent de s'imposer, les dossiers continuent de s'accumuler. Le miracle, pourtant éclatant, ne parvient pas à pénétrer les couches de rigidité qui entourent le système judiciaire. C'est ici que s'exprime la véritable dimension métaphysique du film, l'idée que le surnaturel peut surgir dans un monde qui ne sait plus l'entendre, et que ce surgissement, loin de changer le cours des choses, ne fait que révéler la dureté d'un système qui, pour préserver son ordre, préfère ignorer ce qui pourrait le remettre en question. Coffey incarne cette forme de miracle paradoxal, que Kierkegaard aurait peut-être décrit comme un paradoxe absolu. Quelque chose qui, parce qu'il excède toute compréhension humaine, exige un saut de foi, une reconnaissance qui ne peut venir que d'une intuition profonde. Mais dans le couloir de la mort, personne n'a le luxe de ce saut. Les gardiens sont pris dans leur routine, les supérieurs dans leur hiérarchie, la justice dans ses procédures. Le miracle se heurte à l'inertie du réel. Ce qui rend Coffey encore plus déroutant, c'est qu'il ne se sert jamais de son don pour lui-même. Il guérit sans rien demander, sans jamais espérer une récompense, sans chercher à se sauver. Il s'approche des corps meurtris comme on s'approche d'une souffrance ancienne dont on connaît déjà le poids. Ces gestes ne relèvent pas d'une volonté de puissance, mais d'une compassion première, presque instinctive, comme si le mal du monde, lorsqu'il le percevait, l'obligeait à intervenir, non pas par choix, mais par nature. Dans cette attitude, il rejoint ce que Lévinas appelait l'exigence infinie du visage d'autrui, cette responsabilité qui surgit en nous avant même
que nous l'ayons acceptée, cette obligation non contractuelle qui naît du simple fait de rencontrer la vulnérabilité de l'autre. Kofi ne choisit pas de guérir. Il ne peut pas faire autrement. La souffrance des autres l'appelle, le transperce, le consume, comme si son corps immense n'était qu'un réceptacle provisoire pour accueillir les blessures du monde. Et c'est précisément cette sensibilité extrême qui constitue sa tragédie. Car plus il guérit, plus il s'épuise. Plus il absorbe le mal, plus il se rapproche de sa propre destruction. Sa lumière n'est pas une force protectrice, c'est une flamme fragile, menacée à chaque instant. Lorsque Kofi intervient auprès de Melinda Moores, la femme du directeur, rongée par une tumeur qui la défigure, le miracle prend une dimension encore plus bouleversante. La scène, tendue entre la souffrance de Melinda et le désespoir de sa famille, devient un moment liminaire où la frontière entre le bien et le mal se brouille. Ce qu'il offre n'est pas seulement une guérison physique, mais une rédemption momentanée du monde. Melinda renaît, elle revient à elle, plus lumineuse, plus douce. Comme si Kofi avait aspiré non seulement la maladie, mais aussi une part des ténèbres qui l'entouraient. Et pourtant, malgré cette évidence, malgré cette transformation spectaculaire, la justice demeure immobile. Rien n'est reconsidéré, rien n'est retardé. Ce décalage entre la puissance du miracle et l'indifférence du système confère au film une dimension tragique qui dépasse la simple dénonciation de la peine de mort. Le miracle ne sauve personne. Il ne modifie pas le destin. Il n'empêche pas la mise en scène de la mort. Au contraire, il rend cette mort encore plus scandaleuse, encore plus insupportable, encore plus incompréhensible. Kofi est à la fois la preuve d'un surnaturel bienveillant et la confirmation d'une structure humaine incapable d'en tenir compte. Il est le révélateur d'un déficit moral profond. La société est devenue incapable d'accueillir ce qui la dépasse. Cette incapacité renvoie à une idée que Simone Weil nommait la pesanteur, cette force qui tire le monde vers le bas, qui empêche l'élan spirituel, qui maintient les hommes dans un fonctionnement mécanique, répétitif, insensible. Face à cette pesanteur, Kofi apparaît comme une incarnation de la grâce, une lumière fragile, qui surgit sans prévenir, qui offre un salut possible, mais que le monde refuse parce qu'elle dérange ses certitudes. Or, dans la ligne verte, la pesanteur l'emporte. La grâce n'est pas accueillie, elle est écrasée. Kofi le sait, lorsqu'il avoue à Paul « Je suis fatigué, patron, fatigué de voir les gens être méchants les uns envers les autres ». Il ne décrit pas simplement une lassitude physique, il met des mots sur une épuisante lucidité. Il voit ce que les autres refusent de regarder. La cruauté ordinaire, les violences triviales, les injustices quotidiennes qui, cumulées, finissent par étouffer toute possibilité de bonté dans le monde. Son don ne lui apporte aucun réconfort. Il lui impose une hypersensibilité. Il lui impose une hypersensibilité qui le condamne à souffrir pour chaque douleur perçue. Il est, au sens strict, un martyr, un témoin d'un monde qui n'est pas prêt pour lui. Et c'est précisément parce qu'il est ce témoin que son destin est scellé. Le miracle, dans la ligne verte, n'est pas une force qui triomphe. C'est une accusation lancée contre l'humanité. Kofi est trop bon pour survivre, trop lumineux pour être compris, trop juste pour être accepté. Le miracle devient un scandale. Non pas un scandale religieux, mais un scandale moral. Une révélation que les hommes ne veulent pas accueillir, parce qu'elle les obligerait à reconsidérer tout ce qu'ils croient savoir du bien et du mal. Paul comprend cela trop tard. Il comprend que Kofi n'a pas seulement guéri des maux physiques.
Il a révélé la mesure exacte de l'aveuglement humain. Il a montré ce que l'humanité aurait pu être et ce qu'elle a choisi de ne pas devenir. Dans La ligne verte, la mort de John Coffey n'est pas seulement l'aboutissement d'une procédure judiciaire. Elle devient le point de rupture d'une trajectoire intérieure, celle d'hommes qui se découvrent soudain incapables de se considérer comme innocents. Ce qui se joue à partir du moment où Paul Edgecombe comprend la vérité dépasse le simple drame individuel. C'est l'effondrement d'une vision du monde, c'est la brutalité d'une révélation qui oblige chacun à se mesurer, non plus à ce qu'il a fait, mais à ce qu'il a accepté. Le film bascule alors de la critique institutionnelle à la question profondément intime de la responsabilité morale. Que reste-t-il de nous lorsque nous avons vu la lumière et que nous n'avons pourtant pas su empêcher l'ombre? Paul Edgecombe, dont la fonction consistait à maintenir un certain ordre moral, respecter les détenus, assurer la dignité des derniers instants, veiller à ce que la procédure soit appliquée sans cruauté, se retrouve soudain face à une vérité qui démolit l'illusion sur laquelle reposait toute sa vie professionnelle. L'idée qu'il pouvait être juste dans un système injuste. Cette idée, qu'il avait cultivée comme une forme de consolation éthique, s'évanouit dès l'instant où il reconnaît que Coffey est innocent, et qu'il n'existe pourtant aucune voie légale pour le sauver. Dès lors, il ne reste que deux options, la désobéissance totale ou la complicité silencieuse. Paul comprend que, dans ce couloir de la mort, la neutralité n'a jamais existé. On tue ou l'on empêche de tuer. Et tout le reste n'est qu'une forme polie de renoncement. C'est ici que le film opère un renversement subtil. Les véritables condamnés ne sont plus ceux qui attendent l'exécution, mais ceux qui la réalisent. Le poids moral de l'acte, que Paul ressent d'abord comme une douleur diffuse, devient peu à peu une condamnation durable, une sentence qui ne sera jamais prononcée par un tribunal, mais que le film inscrit en profondeur dans son existence. Lorsque Coffey, dans un moment d'une douceur presque insoutenable, lui prend la main et lui dit qu'il sait ce qu'il ressent, qu'il ne lui en veut pas, qu'il comprend, il ne l'absout pas. Il lui révèle l'ampleur de ce que Paul devra désormais porter. Car être pardonné par l'innocent que l'on va mettre à mort ne supprime pas la faute. Il la rend encore plus lourde, parce qu'elle devient irrémédiable. Paul découvre alors ce que certains philosophes nomment la responsabilité infinie. Cette responsabilité qui ne se mesure pas à l'intention, mais à la conséquence. Lévinas rappelait que la rencontre avec le visage d'autrui nous impose une obligation qui précède toute justification rationnelle. Et c'est précisément cette rencontre, prolongée par les gestes de guérison, par la vulnérabilité de Coffey, par son regard qui ne juge jamais, qui transforme la mission de Paul en fardeau. Il ne pourra jamais plus se considérer comme un homme droit. Il a vu la bonté incarnée et n'a pas su la préserver. Il a croisé la lumière et l'a laissée s'éteindre. Les autres gardiens, chacun à leur manière, vivent ce renversement moral. Brutus Howell, respectueux et solide, perd ses certitudes. Dean Stanton, pourtant plein de bonté, détourne les yeux. Même Harry Terwilliger, plus effacé, comprend que quelque chose bascule en eux. Aucun n'est un monstre. Et c'est précisément ce qui rend leur culpabilité si douloureuse. Ce sont des hommes ordinaires, comme nous, qui se découvrent soudain capables de participer à l'inacceptable. Le film montre ainsi que la banalité du mal ne réside pas dans une cruauté spectaculaire, mais dans la façon dont les individus corrects, décents, disciplinés, peuvent devenir les instruments d'une tragédie simplement parce qu'ils n'osent pas se dresser contre la règle. À l'inverse, Percy Wetmore incarne le visage trivial, mesquin, presque caricatural de la violence humaine. Une cruauté sans profondeur, sans justification,
un sadisme qui ne s'explique que par la jouissance de la domination. Pourtant, le film ne lui accorde aucune densité morale. Percy n'est pas responsable au sens philosophique du terme, il n'a pas de conscience à interroger, pas de fêlure intérieure, pas de conflit éthique. Il est un symptôme, non un sujet. C'est là encore un trait essentiel du film. L'inhumanité la plus totale ne pèse jamais autant que la culpabilité des hommes qui se voulaient justes. Lorsque vient le moment de l'exécution de John Coffey, la scène se déroule avec une intensité presque insoutenable. Coffey ne lutte pas, il ne proteste pas. Il demande simplement qu'on ne lui mette pas la cagoule parce qu'il a peur du noir. Cette phrase, si simple, si nue, suffit à faire s'effondrer l'idée même de justice. L'innocent le plus pur, l'être le plus lumineux du film, sera tué dans un dispositif conçu pour les pires criminels, comme si le monde insistait à confondre la lumière avec les ténèbres. Paul, en accomplissant les gestes rituels, sait qu'il les accomplit contre sa propre conscience. Chaque mouvement est un arrachement, chaque parole prononcée est un mensonge supplémentaire qu'il devra porter. Le contraste entre la bonté de Coffey et le protocole froid de l'exécution fait apparaître quelque chose de plus radical encore. La justice ne se contente pas de ne pas reconnaître la grâce, elle la met à mort. Le miracle, déjà scandalisant en lui-même, devient insupportable parce qu'il révèle l'insuffisance de nos institutions. Coffey, dans sa mort même, accuse le monde qui le condamne. Et Paul, témoin privilégié de cette scène, devient le gardien d'un secret qu'il devra porter comme une peine personnelle. Cette charge morale est matérialisée dans le dernier chapitre du film, lorsque Paul, devenu un vieil homme, raconte son histoire depuis l'hospice où il vit désormais. Le miracle qu'il a reçu, cette longévité inexplicable qui l'éloigne de tout ce qu'il aime, ne ressemble en rien à une bénédiction. Il est sa punition, sa condamnation. Il voit mourir successivement sa femme, ses amis, ses proches, tandis que lui demeure, immobile, comme attaché à ce souvenir qu'il n'a jamais pu déposer. Sa longue vie n'est pas un privilège, mais un rappel incessant. Il aurait pu sauver Coffey. Il n'en a pas eu le courage. Ainsi, la ligne verte renverse les catégories morales habituelles. Ce n'est pas l'innocent qui porte la faute, c'est le monde qui le condamne. Ce n'est pas l'homme miraculeux qui doit disparaître, mais ceux qui ont échoué à le protéger qui doivent vivre avec la conscience de cet échec. La culpabilité devient un fil tendu sur toute une existence. Un fil qui ne casse jamais. Paul ne demande pas la rédemption. Il sait qu'elle ne viendra pas. Il ne cherche pas à oublier. Il sait que l'oubli serait une seconde trahison. Le film nous laisse alors avec une vérité presque insupportable. Il existe des fautes dont on ne se relève pas. Non parce qu'elles ont été trop graves, mais parce qu'elles engagent tout ce que nous pensions être. La mise à mort de Coffey n'est pas seulement la mort d'un homme. C'est la mort de l'idée que la justice humaine puisse un jour coïncider parfaitement avec le bien. Paul, en survivant à tout cela, n'est pas sauvé. Il est condamné à se souvenir. Le miracle n'a donc pas été vain, mais il n'a pas été sauveur. Il a révélé, il a éclairé ce que les hommes n'ont pas su voir, et il a laissé derrière lui des survivants, non pas pour les récompenser, mais pour les obliger à porter dans le temps ce que le monde n'a pas voulu reconnaître. C'est à cet endroit précisément que la conclusion prend racine, dans cette interrogation lancinante sur ce que la mort de Coffey dit de nous, de notre rapport à la justice, de notre incapacité à reconnaître ce qui aurait pu nous rendre meilleurs. La mort de John Coffey clôt la ligne verte comme un coup de tonnerre trop tardif, un choc dont les répercussions semblent continuer de vibrer longtemps après la fin du film, comme si l'exécution n'avait pas seulement éteint une vie, mais ouvert une brèche irréversible dans la conscience de ceux qui en ont été les témoins.
car la véritable question que pose la ligne verte n'est pas celle de la peine de mort en elle-même. Elle n'est même pas celle, déjà vertigineuse, de l'innocence sacrifiée. La question centrale, celle qui résonne encore lorsque l'écran devient noir, est celle-ci. Qu'advient-il de nous lorsque nous reconnaissons trop tard ce que nous aurions dû protéger ? Que dit de notre humanité le fait d'éliminer précisément ce qui aurait pu nous sauver ? Le film nous entraîne ainsi vers une zone profondément inconfortable, celle où l'on cesse de regarder la mort comme une fatalité pour la considérer comme un acte, comme un choix, comme la matérialisation d'une défaillance morale qui n'a rien de théorique. Kofi, par son existence même, remet en question les frontières que nous avions tracées entre le bien et le mal. Il révèle que la violence ne réside pas seulement dans le crime, mais dans la manière dont une société peut, par inertie ou par fidélité aveugle à ses propres lois, choisir de tuer ce qui est le plus fragile, le plus lumineux, le plus innocent. La ligne verte affirme alors quelque chose d'inquiétant. Ce ne sont pas les monstres qui constituent le plus grand danger pour l'humanité, mais les institutions et les hommes ordinaires qui, persuadés d'agir selon la justice, deviennent incapables de reconnaître le miracle quand il surgit devant eux. La mort de Kofi devient ainsi une condamnation adressée au monde entier. Non pas une condamnation violente, vengeresse ou accusatrice, mais une condamnation silencieuse, terriblement douce, qui dit en substance « vous n'avez pas su voir, vous n'avez pas su entendre, vous n'avez pas su choisir ». Et ce constat, qui aurait pu demeurer abstrait, devient dans le film une réalité charnelle. C'est Paul, devenu vieux, qui porte cette sentence comme un poids dans sa poitrine. Sa longévité inexplicable, loin d'être une récompense divine, apparaît comme la matérialisation de la culpabilité humaine. Une vie prolongée non pour profiter du monde, mais pour se souvenir de ce qui n'a pas été fait. Il vit, et c'est cela même sa punition. Il survit aux siens, aux années, aux saisons, parce qu'il ne peut pas mourir avant d'avoir pleinement porté le poids de ce qu'il n'a pas su empêcher. Dans cette perspective, la ligne verte rejoint une tradition philosophique qui interroge la responsabilité non pas comme un simple rapport entre l'acte et la faute, mais comme un engagement de tout l'être. Paul n'a pas commis le crime, il n'a pas voulu la mort, mais il est responsable d'un innocent qu'il n'a pas sauvé. La responsabilité, dans le film, n'est pas un verdict, c'est une fidélité douloureuse, tenace, inexorable, qui s'attache à la mémoire comme une ombre inextinguible. La conclusion que propose le film est donc d'une immense sobriété, presque d'une pudeur mystique. Et il n'existe pas de rédemption pour celui qui a vu l'innocence mourir sous ses yeux. Il n'existe pas de consolation, ni de geste possible qui viendrait réparer le tort. Il n'existe que le temps, qui ne guérit rien, mais qui approfondit la compréhension de ce que l'on a perdu. Et il n'existe que la mémoire, qui, loin d'être une archive, devient un espace moral, où l'on revient, encore et encore, pour tenter de comprendre comment le monde a pu laisser disparaître ce qui était juste. La ligne verte ne propose pas de réponse, parce que la réponse n'existe pas. Ce qu'elle propose, c'est un miroir, celui d'une humanité toujours menacée par son propre aveuglement, toujours tentée de se réfugier derrière la loi pour ne pas avoir à regarder la vérité, toujours prête à sacrifier l'exception au nom du confort des certitudes. Le film nous invite alors à une forme de vigilance éthique. Voir avant qu'il ne soit trop tard, entendre avant que la voix ne s'éteigne, reconnaître ce qui est fragile avant que le système ne vienne l'écraser. La dernière question que laisse la ligne verte n'est donc pas tournée vers le passé, mais vers nous. Sommes-nous capables aujourd'hui de reconnaître un Kofi si nous le rencontrons sur notre chemin ? Sommes-nous prêts à désobéir au système pour sauver
ce qui ne rentre pas dans ces catégories? Sommes-nous capables de protéger la lumière, même lorsqu'elle dérange nos habitudes, nos croyances, nos réflexes de certitude? Le film ne répond pas. Il ne moralise pas. Il se contente de nous laisser au seuil de cette interrogation, comme Paul au seuil de sa longue vie, avec une vérité simple et pourtant abyssale. Ce qui sauve le monde n'est pas la force, ni la loi, ni même le miracle, mais la capacité humaine à reconnaître ce qui est juste lorsque cela se présente. Et ce qui condamne le monde, ce n'est pas l'absence de miracle, mais notre incapacité à le voir. Ainsi s'achève la ligne verte. Non pas comme une histoire de mort, mais comme une question ouverte sur la vie. Une question qui nous murmure que la lumière, parfois, ne demande qu'à être vue pour exister, et que nous sommes les seuls, vraiment les seuls, à pouvoir choisir de ne pas détourner le regard.